Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui parler du film Netflix Don't Look Up, Déni Cosmique, écrit et réalisé par Adam McKay, et avec dans les rôles principaux Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Jonah Hill et Mark Rylance. Alors le pitch, dans le Michigan, un astronome et son assistante découvrent qu'une météorite de près de 5 km de long est sur le point de percuter et de détruire la Terre. Ils vont à tout prix essayer d'alerter le gouvernement, puis les médias, qui n'ont pas l'air très intéressés par cette découverte. Bon, d'emblée, on va y aller, je vais me joindre aux louanges que vous entendez depuis un petit moment concernant Don't Look Up, évidemment. Oui, c'est un très bon film Netflix, qui vient clôturer in extremis une année quand même particulièrement foireuse sur la plateforme, avec une majorité de films que je considère comme poliment hautement dispensables. Voilà. Bon, alors la réussite de Don't Look Up, c'est quand même le talent d'un homme, Adam McKay, qui l'a écrit et réalisé, et qui depuis quelques films semble prendre un virage qui pour moi semble définitif. Alors Adam McKay à la base, c'est surtout le partenaire de travail privilégié de Will Ferrell, génie, pour lequel il va coécrire et réaliser une bonne dizaine de longs métrages, dont Les Extraordinaires, La Légende de Ron Burgundy, et ça c'est quelques 10 ans plus tard, Légende vivante, que je vous incite vraiment à découvrir si vous ne l'avez pas déjà fait. Voilà, donc les deux hommes se sont fâchés. Depuis 2015, Adam McKay semble avoir trouvé une voie plus personnelle, qui lui tient un peu plus à cœur, avec des films toujours un peu drôles, mais beaucoup plus acerbes et mordants. Voilà. Alors, c'est quelqu'un d'intelligent qui ne renie pas le monde duquel il vient, c'est-à-dire la comédie, puisqu'il continue, donc, comme je vous le disais, à apporter de l'humour à ses histoires. Alors, toute proportion gardée, parce qu'il faut reconnaître que Vice, donc, avec Christian Bale, n'était pas non plus une tranche de rigolade, hein, plutôt un biopic d'un impitoyable cynisme. Mais voilà, enfin, le bonhomme reste quand même dans un registre qui se veut léger. Et il agrémente, d'ailleurs, depuis sa mise en scène, de choses qui commencent un peu à forger sa patte personnelle. Il y a notamment dans le film l'utilisation de plans très brefs, qui font à peine un dixième de seconde parfois, donc on est dans le quasi-subliminal, des plans comme ça, qui ont l'air d'être pris à l'arrache, hein, des plans de morceaux de parties, du corps, du visage, des vêtements, une paire de chaussures, et qui sont censés un peu nous représenter comment les personnages se jugent les uns les autres, comment la perception qu'ils en ont en fonction de leurs fringues, etc. Et c'est bien fait, c'est quasi imperceptible, ça reste très signifiant pour autant, et ça amène un côté pris sur le vif, et ça apporte de la dynamique à son long métrage. Donc ça j'ai plutôt apprécié, mais c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans ces 3 derniers films, vous verrez si vous les découvrez par la suite. Bon, alors effectivement, beaucoup vont penser que le film est là pour délivrer un message politique hautement écolo. Alors en plus il y a DiCaprio dedans, donc on connaît ses convictions écologistes, donc voilà. Un message qui serait un peu bêta, du genre gentil démocrate contre vilain conservateur. Ce serait extrêmement réducteur et surtout se méprendre, je pense, sur le cinéma d'Adam McKay. Parce que là, pour le Don't Look Up, il applique ni plus ni moins que la méthode utilisée sur son The Big Short, que je vous incite aussi à découvrir sur Netflix. Donc Big Short, pour rappel, ça racontait l'histoire de quelques intervenants financiers qui prévoyaient la crise à venir des subprimes en 2007 et qui en avaient tiré des profits démentiels. Voilà. Alors ça se traduit par des faits étayés, détaillés, précis, et par une logique imparable. Alors, à travers ces deux héros, donc Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence, McKay ne nous raconte pas une histoire vraie, évidemment, mais une histoire tristement plausible. Et c'est vrai qu'après le visionnage, c'est assez effrayant, mais on se dit oui, je pense qu'effectivement, les choses se passeraient comme ça dans la vraie vie. C'est-à-dire que oui, on croit sans problème à la quasi-impossibilité de délivrer une information vitale dans une société où une news chasse l'autre à la vitesse de la lumière, où effectivement la tromperie du petit ami d'une starlette crée plus de remous dans les médias que l'apocalypse annoncée,
où la forme gagnera toujours sur le fond et où finalement l'argent décide de tout. Alors oui, vous pouvez penser que ce sont des portes ouvertes qu'on enfonce, voilà, mais n'empêche que c'est un postulat réaliste puisque c'est notre société d'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non. Et chose intéressante, le film aussi descend quand même au niveau de l'homme et montre un petit peu comment les gens s'agrègent entre eux en fonction effectivement de leurs convictions. Alors là, dans le film, effectivement, on a le camp de ceux qui croient à l'arrivée de cette météorite et il y a ceux qui sont dans le déni et qui ont pour slogan « Don't look up », effectivement, le titre du film. Et c'est intéressant, c'est cette gestion de la peur chez les hommes, hein, parce qu'il n'y a rien de plus humain que la peur au final. Et c'est évident, quand on vous présente d'un côté le camp de ceux qui pensent qu'on va tous crever, et puis le camp de ceux qui disent non, c'est pas vrai, c'est tout à fait humain d'aller vers l'espoir, d'aller vers ce qui rassure. Alors, bon, pour beaucoup, et je pense que c'est tout à fait validé par le réalisateur lui-même, Don't Look Up veut nous alerter en fait sur le danger imminent du réchauffement climatique. Et curieusement, moi, la vision du film, c'est pas forcément à ça que j'ai pensé, j'ai plutôt pensé à quelque chose de beaucoup plus actuel, à savoir la crise du Covid. Moi, ça m'a ramené un petit peu à la façon dont les gens peuvent réagir en fonction de leur niveau de peur. Et c'est vrai que, par exemple, voilà, il y a une façon de chez l'homme de ne pas assumer sa peur, alors que c'est quelque chose il n'y a pas plus respectable pour moi que la peur de quelqu'un, quoi. Même si elle est irrationnelle, c'est sa peur. On ne fait pas semblant d'avoir peur, on a peur, point final. Et donc j'ai toujours respecté la peur chez les gens qui refusent de se faire vacciner parce qu'ils ont peur de la piqûre, ils ont peur du produit. Ça, c'est respectable. Ce qui devient pathétique, c'est qu'effectivement, quand une partie de ces gens qui ont juste peur camoufle finalement cette peur qui est pas très noble en définitive, hein, c'est pas un sentiment très noble, la peur, qui le camoufle en combat contre une pseudo-dictature à laquelle nous serions tous soumis. Voilà, là on vient dans le pathétique. Et le film montre un peu ça, quoi. C'est-à-dire qu'on se range finalement, on se range tous, on se rassure ensemble, on se dit que ça ne va pas arriver. Et il y a une scène très simple dans le film très simple et qui résume tout, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le météorite est visible à l'œil nu, il rentre dans l'atmosphère, donc on voit effectivement, cette jolie traînée fluorescente qui le précède, et là les gens comprennent, enfin, voilà, c'est-à-dire que tant que le danger n'est pas devant nous, à 1 mètre devant nous, la surabondance d'infos contradictoires fait qu'aujourd'hui, malheureusement, dans le monde dans lequel on vit, on a du mal à se faire une opinion tranchée, c'est très compliqué. Et voilà, bref, bon, je ferme ma parenthèse Covid, mais enfin voilà, ça m'a ramené à ce qu'on vit dans le monde actuel qui a tendance à se scinder en deux camps. Autre point fort du film, c'est son ton très particulier, qui est assez rare dans le cinéma, que moi j'adore. C'est un ton qui est entre le drôle, l'amusant et le globalement dépressif. C'est rare quand on arrive à avoir un équilibre qui fonctionne, là c'est le cas, et moi j'adore ce genre de mélange, j'adore ça. Mais je pense que la question c'est, est-ce que Adam McKay a pas poussé justement le curseur de l'humour le plus loin possible, quitte à parfois appuyer un peu trop sa satire. Moi je pense notamment au personnage de présidente des États-Unis interprété par Meryl Streep et à son crétin de fils interprété par John Hale. Est-ce qu'il n'a pas poussé ce curseur pour nous épargner finalement une œuvre austère et trop sérieusement militante qui nous aurait tous plombés? La réponse c'est oui pour moi, c'est évident. Et ce faisant, bizarrement, ça n'amoindrit absolument pas la portée du film, au contraire même. Je dirais que le filtre rigolade nous permet de ne jamais décrocher pendant le long métrage qui affiche quand même 2h25 au compteur, et nous permet aussi d'en absorber tous les détails. Ce qui, après coup, nous fait tranquillement réfléchir à ce qu'on vient de voir, sans avoir ce sentiment détestable d'une injonction préétablie. Voilà. Après tout, Kubrick, lui aussi, avait choisi la voie de l'humour et de la satire pour son Docteur Folamour, au détriment de l'angoisse et du suspense pur. Donc, voilà. Bon, alors, Don't Look Up est par essence un anti-film catastrophe, mais ça ne l'empêche pas
de soigner effectivement ces rares scènes spectaculaires, et de ne pas négliger ces scènes à effets spéciaux qui tiennent la dragée haute, expression de Vieux Ringard 2000, à des blockbusters actuels. Voilà, donc la facture du film est très soignée, n'est pas méprisante envers, entre guillemets, le grand spectacle. Bon, le casting, vous le connaissez, il est quand même impressionnant, et surtout, il ne déçoit pas. Voilà, alors, bon, c'est pas Meryl Streep que je retiendrai le plus, avec son personnage de présidente un peu fantasque. Elle m'a amusé, mais pas plus que ça. Non, ce que je retiens surtout, c'est la performance de DiCaprio, qui est peut-être les plus humbles de sa carrière, puisqu'il s'efface vraiment derrière son personnage. Un personnage justement timide, angoissé. Il s'efface derrière ce personnage de façon physique, hein, avec ce visage, on oublie complètement la star, hein, avec ce visage mangé par cette barbe noire corbeau, pas très saillante. Donc il est vraiment... c'est un grand acteur, il n'y a pas photo. Jennifer Lawrence, tout pareil. Voilà, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vraiment vu jouer dans un film, et là je trouve qu'elle est parfaite dans ce rôle d'étudiante pragmatique. Mention spéciale à deux autres comédiens. Alors Jonah Hill, qui est certes en roue libre dans le film, ça se sent, mais qui campe de façon voilà, géniale ce fils de présidente crétin et imbu de lui-même. Et puis mention spéciale également à Mark Rylance, qui compose un personnage qui bizarrement fait écho à son personnage de créateur de monde virtuel qu'on avait dans le Spielberg Ready Player One, voilà. Sauf que là c'est une version moins bienveillante et un peu plus GAFA, avec une sorte de mélange de Steve Jobs, Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk, plutôt intéressante, et qu'il joue de façon minimaliste, mais assez intéressante, voilà. Quoi vous dire? Écoutez, je vais résumer en vous disant que l'exploit principal du film, c'est de nous mettre dans un état particulier, donc entre mi-dépressif, mi-amusé, et qui vous attrape dès le début et qui ne vous lâche qu'à la toute fin du film, voilà. Malgré un sujet éminemment plombant. Bon. Vous avez compris, j'ai plutôt bien aimé, beaucoup aimé ce film. Je vous incite d'ailleurs à regarder le film, hein, et sa scène après générique, hein, il y a un petit clin d'œil. Et puis je vous dis à très bientôt pour une chronique nanar que j'espère croustillante et drôlatique. Messieurs, dames,